C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Avec Gab et Guillaume pis Nick qui suscite comme les rendus avec un onglet chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Le mets principal maintenant. SummerSlam, le pre-show, un bon pre-show de 2 heures. Ça commence à 5 heures à ce moment-là. Moi, je vous avouerai que j'étais en préparatif d'une petite soirée chez moi. Moi aussi, je préparais le barbecue. Qu'à un moment donné, 5 heures, là, c'est beaucoup de lutte. Oui, ben, tu sais, ça a été. C'était le tu sais, moi, ils appellent ça kick-off, là. Mais tu sais, pour moi, là, c'est SummerSlam, là. Ouais. Je veux dire, depuis que c'est sur le network, je veux dire, c'est la même chose, là. Tu peux réécouter la reprise, tout se suit. Tu sais, c'est plus comme, tu sais, dans le temps qu'il y avait le pay-per-view, puis il y avait, au poste de pay-per-view, il y avait un match, là, qui montrait, mais que, tu sais, si t'avais pas loué le pay-per-view, le pay-per-view, tu pouvais le voir, mais là, après ça, c'était juste pour t'inviter à c'est un peu ça qui se passe. Ça s'appelait Free for All, là, dans le temps. Et là, le kick-off, dans le fond, pour moi, c'est SummerSlam, là. Je comprends qu'eux autres font une différence, là, mais... Il est sur YouTube, c'est ça la différence pour eux autres. Ouais, mais je comprends que, tu sais, moi j'essaie d'expliquer. Ça s'enchaîne. Le monde arrivait chez nous pour la soirée de SummerSlam, puis là, il y avait de la lutte à TV, puis là, ils me disaient, ah, c'est commencé. Je dis, ah, non, c'est pas commencé, ça c'est différent, c'est le pre-show. Ils font, ben, c'est quoi la différence? Ben, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y en a pas de différence. C'est ça. Oui. Moi, je m'évite ces discussions-là. SummerSlam, pour moi, commence à 5 heures. C'est les mêmes stars que tu vas voir dans les autres shows après ça. Ben oui, c'était pas comme si c'était la branche développementale qui faisait le pre-show, puis après ça... Bref, mais ouais, donc le pre-show, Andrade Cien Almas, Zelina Vega contre Rusev et Lana. 7 minutes, un match mixte. J'ai pas vu ça. Est-ce qu'il y a eu des altercations intergender? Non. Non, c'était Lana contre la conjointe. Si je me trompe pas, il n'y a pas eu d'apparition d'Aiden English n'a pas été impliqué dans le combat. C'est foutu. Ouais, non, puis ouais, non, ben, elle va finir par sortir. Mais moi, j'adore le duo d'Andrade Cien Almas et de Zelina Vega. Ouais. Les deux ont du potentiel à n'en plus finir. Almas est un excellent lutteur. Pour vrai, Vega, je sais qu'elle est capable de lutter un peu, mais c'est tellement une meilleure gérante. Gardez-la là. C'est honnêtement la meilleure gérante depuis Maryse. Maryse, que j'adore comme valet, là. Maryse et le Miz font tellement une belle paire. Ben, ça, pour moi, c'est une aussi bonne paire, un aussi bon duo. J'adore. Je les adore tous les deux dans leur rôle. Lana et Rusev, ben, c'est un excellent duo, ça aussi, remarquez, là. Rusev, je trouve qu'il a tellement un potentiel qu'on n'utilise pas assez, là. Rusev, on en parle tout le temps. Ben oui, écoute, c'est probablement un des moins bien scriptés de toute la WWE. Là, il est viré face pas mal officiellement. Peux-tu? Oui, dans mais le ça sens... change pas. Quand il va se séparer d'English, ça va être officiel, je pense. Ouais, parce que mais ils ont quand même lutté contre deux heels. Là. Fait que pour moi, c'est pas mal sur le bord ou quasiment en fait. Mais anyway, c'est pas grave. Ils sortent babyface avec la foule. Ben oui. Ça fait longtemps. Et puis Lana, c'est définitif. Moi, je la remettrais plus dans un ring là, comme lutteuse. Un match mix de temps en temps, je suis bien d'accord. C'est pas mal ça le consensus à chaque fois qu'on la voit dans le ring. J'ai l'impression qu'on se dit, OK, ça y est, il à chaque fois, on dirait qu'on lui laisse une autre chance. Comme tu disais tantôt, qu'on va prendre quelqu'un, une coqueluche de NXT, il va monter, il va faire une erreur, ça va finir. Elle monte, elle fait plusieurs erreurs, mais on dirait que. C'est comme. Elle a peut-être une plus grande non plus avec c'est ça, c'est ça le mot avec cherché. Bliss ou peu importe. Là, elle se bat pas contre les lutteuses potentielles non plus. Ils l'ont déjà placé dans les matchs avec des lutteuses. J'ai affronté Naomi. C'est ça, je veux dire. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'est pas super impressionnant, puis même que. Laissez-la sur le bord du ring, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Pourquoi vous voulez l'envoyer ailleurs? Moi, j'aimerais ça aussi qu'on mette de quoi au clair. Juste savoir si Lana a un accent russe ou pas. Parce que ça arrive de plus en plus souvent qu'elle perd pendant qu'elle parle. Mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce que j'étais pas tout seul à avoir remarqué ça? Rousseff croche, puis puis à un moment donné, elle continue sa phrase, puis je suis comme, OK, il est où ton accent? Ouais. Je sais pas si c'est voulu ou non, je sais pas si... c'est drôle si c'est voulu, on veut l'envoyer, drôle d'idée. Bref, c'est pas Extreme Rules qu'elle a fait une promo avec aucun accent.
Elle a comme complètement oublié. Mais ça arrive, c'est pas... J'ai plus ou moins suivi Total Divas, mais à Total Divas, elle avait-tu un accent? Je ne suis pas du tout Total Divas. Je ne pense pas, moi, qu'elle avait un accent à Total Divas. On demande à nos fans, s'il vous plaît, de vérifier sur Total Divas et de nous revenir avec ça. Lana, est-ce qu'elle porte l'accent sur Total Divas? Merci. C'est une bonne question. Ouais, donc sinon, le match Cruiserweight, Gulak contre Cedric Alexander. Ben, c'est toujours bon. C'est toujours bon, ce match-là. C'est juste qu'il est jamais bien positionné. Puis je trouve qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Tu sais, 205 Live, là, c'est le fun à regarder, là. Tu sais, c'est 1 heure, c'est juste all action. Il y a un public pour ça. Là. Il y a un public pour ça. Tu sais, j'ai vu cette semaine Lio Rush contre Akira Tozawa. Ouais. Tu sais, la rivalité de Buddy Murphy avec Mustafa Ali. Écoute, Buddy Murphy, on l'a redécouvert. Là, avec il a encore monté des NXT comme aucune annonce, puis il est monté direct main event contre Ali, puis il a fait des super bons matchs. J'ai bien aimé aussi la façon qu'on l'a monté parce qu'il est plus gros que les autres. C'est ça, puis on avait les dit tests avec la pesée. qu'il s'était entraîné pour... il est 205 limite. Là. Oui, exact. et pour vrai, là, il y a du talent sur ce show-là. C'est vrai qu'Alexander, là, je veux dire, il a lutté à la NSPW il y a quelques années, tout comme Johnny Gargano d'ailleurs. Puis, c'est du talent, ça, c'est fou. Lio Rush, j'aime bien ce petit monsieur-là. Lio Rush, la première fois que je l'ai vu, c'était à Ring of Honor, il y a peut-être 3 ans. Et la première fois que je l'ai vu lutter, j'ai dit, OK, lui, il y a quelque chose. Il y a du star potential en lui. Puis écoute, on le voit, là, tu sais, je savais même pas qu'il y avait un bon micro, puis il se débrouille très bien. Il fait des bonnes promos. J'aime bien le personnage. Mais bon, pour revenir au match, Gulak Alexander, c'était un bon match, mais devant une foule qui s'en foutait un peu. Et puis c'est ça un peu le kick-off, cette valeur, mais c'est ça. Pas de changement de ceinture, ça se termine comme ça. Ouais. Puis c'est un peu mal fait le kick-off, je trouve, qu'il parle, il drop un match. C'est de la promotion pour l'événement qui va commencer. C'est une émission, c'est comme s'il y avait, avant le Super Bowl, il y a l'émission l'avant-match, mais que entrecoupé d'une coupe de jeux. Oui, c'est ça. Tu mets 2 équipes, là, puis... C'est spécial pareil. C'est spécial, mais moi, je trouve que c'est ce qui rend la lutte unique. Oui. On voit pas ça dans... On voit pas... Tu sais, c'est un peu comme, mettons, les Oscars ou n'importe quelle cérémonie de prix. T'as toujours le tapis rouge, qui est comme un peu l'avant-match. Puis là, t'as les présentateurs, t'as des animateurs qui vont parler, puis on va voir une couple de vedettes. Puis là, une couple de vedettes qui vont venir parler, tout ça. Je comprends. C'est un peu ça, je trouve, les avant gros shows de la WWE. Puis là, depuis qu'on a décidé de ne plus faire 2 pay-per-view par mois, ça va faire toujours un gros pay-per-view par mois avec qui va être plus long puis qui va avoir justement 1 heure d'avant-match ou d'avant-show où ce qu'il va y avoir 1-2 combats, ça va dépendre des Est-ce qu'il y a un équilibre qui est possible à un moment donné avec un événement de 4-5 heures? Est-ce que ça va arriver à un moment donné qu'on va terminer un événement comme ça puis on va dire de A à Z c'était parfait? Dans le sens que je pense qu'à partir de 4 heures, c'est sûr qu'on va être saturé. On a critiqué SummerSlam 2000 dernièrement. Puis c'était 2h40 la durée du show. Puis c'était un peu court. T'as beaucoup de matchs de 3-4 minutes. Plus ou moins d'histoire pour passer go. Fait que je pense que j'aime mieux la formule d'aujourd'hui que une histoire dans ce temps-là. Mais c'est sûr que si tu prends que la lutte, là, a commencé à 5h30, puis ça s'est fini à 11h. C'est un show de 5h30. Tu peux pas avoir la même qualité overall que NXT qui a duré 2h45, genre. Mais juste au niveau de la foule, tu peux pas leur demander d'être aussi en forme du début à la fin. Non, c'est impossible. Fait que ça pourra jamais faire ça. Même New Japan va avoir de la misère à faire des shows quand ils font Tokyo Dome, c'est toujours des shows écœurants, mais c'est pas vrai que pendant 4 heures de temps, c'est des 5-star matchs. Tu sais, le dernier show qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est Dominion? C'est la finale de G1 qui a duré un petit peu moins de 3 heures ou dans les alentours de 3 heures. Et c'était parfait. Pour moi, 3 heures, c'est le maximum d'une longueur parfaite pour un show si tu veux garder les gens dedans. Tu sais, on parlait de Femme Fatale tantôt. Moi puis Mike, notre consensus là-dessus, c'est qu'on voulait pas que ça dépasse 2h15 minutes. Après ça, on savait qu'on perdait la foule. Puis c'est plate parce que si tu perds ta foule, c'est les lutteurs qui en subissent les conséquences, les lutteuses, parce que c'est eux autres qui performent devant une foule qui sont fatigués, tannés,
Un peu sous. Un peu sous, oui, mais non, mais c'est une réalité, un peu sous. Tu sais, ça paraît moins dans une foule de 15 000, mais devant 500 personnes, s'il y en a 300 qui sont un peu sous, c'est comme soudainement 60% de ta foule. Donc, le temps est très important et malheureusement, avec la WWE, on s'en sortira jamais. Fait que moi, ça fait longtemps que j'ai juste give up l'idée d'avoir 5 heures de show genre top-notch. Oui. Fait que tu prends ce qu'il y a de bon. Exactement. Ce qui est un peu plus ordinaire ou Fade, ça vient avec. Je veux dire, t'as vu un show de 5 heures quand même où ce qu'il y a eu plus que la moitié du show qui a bien été, mais il y a une 40%, 30%, 20%. Mais t'as vu beaucoup de lutteurs. Mais t'as vu beaucoup de lutteurs. C'est vrai. Ouais. Après ça, une défense de championnat du tag team de Raw, la B-Team contre le Revival. Le Revival! C'est vrai. On avait un peu oublié. Ils sont revenus dernièrement à Raw. Mais... Et le Revival n'a pas gagné. Eh ben. Non, l'équipe B, l'équipe B, sont divertissants, sont pas pris au sérieux, mais sont divertissants. J'aime bien être diverti. La vraie équipe B, c'est les Bludgeon Brothers. Les BB. Il y a des B partout dans leur nom. Ça devrait être eux, les B-Team. La best team, non, mais eux autres, c'est parce que c'est vraiment les best. C'est ça que tu comprends pas. Ouais, mais en hockey, il serait deuxième parce que le double B est meilleur que le B. Mais écoute, c'était correct. Mais comme tu dis, c'était moins de 10 minutes. Les Revival sont très bons, très solides, techniques au niveau de la technique. B-Team sont divertissants. J'ai tellement trippé sur Raw NXT. Ça fait un bout que j'ai pas été investi dans quoi que ce soit qu'ils ont fait, là, malheureusement, le Revival. C'est sûr que. C'est pas de leur faute. Je dis pas ça. Mais tu vois, c'est ça la différence entre NXT et la WWE. C'est pas les mêmes personnes qui décident au final, mais le Revival à NXT a eu des classiques avec Authors of Pain et Gargano Ciampa. Et là, ils arrivent à la WWE, à Raw. C'est quand leur dernier bon match? Je ne sais pas. C'est un peu condescendant. À ce niveau-là. C'est ça. Exact. Ouais. Puis on embarque sur le show principal, en fait. Seth Rollins qui ouvre la soirée. En tout cas, il ouvre le show principal, on va dire, avec Dean Ambrose, Super Jacked, qui arrive contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Seth Rollins s'empare finalement de la ceinture après 22 minutes de match. Seth Rollins avec son costume inspiré de Infinity War. Ouais, c'est ça. Il y a comme le gant doré, mais il a porté sur sa jambe. C'est un drôle de look. C'est du Gary Spacer à WrestleMania. Il y a eu 2 victoires. Je pense pas que c'est un addon. C'est geek pour ça. C'est un drôle de... ce que vous parlez. J'ai fait mes recherches. Je sais pas même plus. Non, mais j'ai vu ça circuler sur Twitter. Il était déguisé, en tout cas. C'est ça l'histoire derrière sa jambe dorée. Ah, ok. Ben tant mieux, mais ça a donné... probablement le meilleur match de la soirée. Ah oui? Oui. Ça a bien commencé. Ouais. Je sais meilleur match. Ça a été définitivement une bonne décision de les faire commencer parce que la dernière fois qu'ils ont fini un show, la foule a tourné sur le match, qui était un peu décevant. Mais en même temps, le match était pas aussi bon que celui-là. Moi, j'ai adoré le match. Il y avait beaucoup d'action. Rollins-Ziggler, ça a été peut-être une des côtés qualité de match, là, peut-être la meilleure rivalité à Raw des derniers mois. Ils ont amené une couple de variantes parce qu'il y avait eu le Iron Match le 30 jours. Ouais. Puis là, mettons, ils ont amené, au lieu de faire les mêmes séquences ou les mêmes moves exactement placés de la même manière, là, mettons, Seth Rollins, au lieu de faire sa superplex et son Falcon Arrow, là, il avait fait un inverted suplex. Ah oui, ça c'était fou. C'était un très beau move. J'ai aimé le crescendo qu'on a donné au match. C'est-à-dire que on a commencé plus lentement, puis là, on a monté. Il y a eu 22 minutes pour le faire. Vers la fin, mais tout le long, il y avait une histoire. C'est-à-dire, Ziggler travaillait la jambe de Seth Rollins. Tout le long. Et à la fin, on y revenait, là. T'sais, on revenait toujours à la jambe de Rollins. Les commentateurs ont fait une belle job aussi pour vendre cette partie-là de l'histoire. Et moi, j'aime ça. C'est pas vrai qu'un match... il y a des matchs que tu peux faire comme ça, mais tous les matchs ne peuvent pas toujours commencer avec de l'action du début à la fin. Et ce match-là en est une belle preuve. Là, ça a super bien fini. Il y en a qui vont dire mais la première partie était plate, puis ça pick-up dans la deuxième partie. Non, c'est pas ça. La première partie était pas plate. Ils ont jeté les bases pour la deuxième partie. Fait que tu savais l'histoire du combat quand l'action commence vraiment
à être un peu plus en Mais il y avait deux histoires. Il y avait l'histoire des valets aussi. Il y avait Absolument. une tension. Même que moi, à la maison, avec Ambrose, avec son nouveau style de heel, je me dis, il va-tu avoir un turn à la fin? Il va-tu avoir une association des trois, un genre de nouveau shield, hyper heel contre Seth Rollins, pour on pète l'ancien meneur du. J'ai eu l'impression que sur caméra, Ambrose avait l'air de rôder un petit peu des fois en arrière de Rollins. Puis tout ça, j'ai l'impression qu'on tease un petit peu ce possible turn-là. Fait que j'ai vraiment, s'il y avait son nouveau look de badass, tu disais tout le temps, il va-tu avoir un turn? Il y avait comme une histoire, il y avait deux histoires. Il y avait l'histoire du match sur le ring, puis il y avait l'histoire en dehors du ring aussi, qui était pas juste Ambrose qui empêche McIntyre. Ils n'ont pas trop interféré non plus. Je pense pas que ça a nuit au match. Contrairement au Iron Man match, là, l'histoire c'était plus les deux. C'était plus Dolph Ziggler, Seth Rollins un contre un aussi. C'était pas tout à propos de McIntyre. Extreme Rules, c'était que à propos de McIntyre. C'était le gros qui allait intervenir dans le match, qui s'en fout. Ils ont fait une prolongation. Ça a pris 5 secondes, il est intervenu. Là, je trouve que c'était beaucoup mieux construit. Puis c'était vraiment là, on a laissé aller Rollins puis Ziggler. Comme je disais, il y avait une couple de variantes, comme son jumping DTD qui est fait sur les Brown à l'extérieur, sur le côté du ring. Moi, je trouve que c'est super bien fait comme match. J'ai bien aimé le match. C'est le fun de revoir Ambrose aussi. D'ailleurs, il a ouvert avec sa musique, là, puis il y a eu un gros pop. Là. Cet homme est encore over, même après 9 mois d'inactivité. Bref, c'est un très bon match. Par exemple, la seule petite affaire, ils n'ont pas pu le prévoir, mais à TV, ça lookait pas mal. C'est que quand Ziggler a envoyé Rollins dans le coin, puis il était comme face première, il s'est ouvert le front. Parce qu'il a fait son zigzag, puis il a kick out du zigzag, mais il me semble que ça lookait tellement qu'on finisse là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé ça aussi ouvert, là, il était comme plein de sang. Ouais, puis on fait un zigzag, c'était juste pas prévu. C'était pas prévu, mais c'était parfait comme finale de combat. Mais sûr, c'était imprévisible. C'est juste ma petite note. Oui, parfait. Passe au prochain. New Day contre les Bludgeon Brothers. Tu fais pas une note sur excusez-moi. Wow. Moi, je mon micro à terre. Moi, j'étais prêt. Là, on m'avait donné une règle comme quoi il y avait des notes. Parce que les gars, on avait place sur des notes. Mais moi, je vais mettre 4 sur 5. Ouais, ben moi, je pense que moi, je 4.25 sur 5. 4,5. J'ai bien aimé ça. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus à ce match-là pour ouvrir. Ben, c'est pas fini. Moi, je vais y aller avec un 4.25 également. Parfait. Donc, le prochain match. L'histoire n'est pas finie. Le New Day contre les frères Marteau. 9 minutes 45. Ça se termine par une disqualification. New Day l'emporte. Les frères Marteau virent Marteau, puis ils frappent avec leur marteau. C'est pas mal ça qu'on peut savoir de. Ouais, écoute, tu sais, SummerSlam pour moi, puis on va en revenir, là, plus on va avancer dans le show, mais l'exécution des combats, c'est pas ça qui a été le problème, moi, je trouve. Je trouve qu'il y a eu un problème dans le pacing du show. Puis dans l'ordre des matchs, peut-être ou... Ben, c'est ça le pacing. Ouais. Et le pacing, c'est plus juste l'ordre. Et puis je vais, au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vont. Je vais en parler du pacing, mais aussi la direction, là, où est-ce qu'on s'en va vers certaines affaires. Il y a des choses que j'ai pas compris. Mais l'exécution des matchs a bien été, là, de façon très générale. Les Bludgeon Brothers puis New Day, c'était pas mauvais dans le ring. C'était bien. Oui. Mais ça n'a pas été long. Puis ça s'est fini par une disqualification. Puis c'était pas nécessairement émotivement impliqué. Il n'y a pas grand-chose qui me motivait, c'est le fait qu'elle ait snappé comme ça. Qu'est-ce qui les a poussés à utiliser des c'est la première fois qu'il était en danger. C'est la première fois qu'il était vraiment en danger de perdre. Je pense que c'est ça. Exact. Mais en même temps, ça veut juste dire que la feud va continuer. Là. Mais j'ai de la misère à voir. Puis peut-être que New Day, c'est la bonne équipe pour ça. Là. J'ai de la misère à voir comment, de la façon qu'ils sont bookés, ils peuvent perdre. Mais en même temps, la seule façon qu'ils pourraient perdre, c'est d'être outnumbered. Et New Day, ben, c'est la seule équipe qui peut se permettre ça. Parce qu'ils peuvent être 3 et la foule va l'accepter puis ils vont quand même être de leur côté. Ouais, ça c'est vrai. Fait que c'est peut-être la seule équipe que je vois qui pourrait les battre de cette façon-là parce que sinon, ils ont toujours été bookés comme indestructibles. Donc, je veux dire, tu peux pas envoyer juste une équipe. Mais c'est bizarre parce que là, une couple de mois, les Usos puis les New Day se sont mis ensemble pour affronter les Bludgeon Brothers. Puis là, sont New Day contre le Bludgeon Brothers 2 contre 2. Le troisième n'intervient pas, puis là, ils sont sur le bord de gagner. Tu sais, c'est un peu des décisions. Qu'est-ce que tu trouves bizarre là-dedans? Il n'y a pas de continuité. Ils détruisent tout le monde. Ils ont détruit cette équipe-là. C'est pas une nouvelle équipe. C'est pas comme le Auto European qui dit là, maintenant on est gros, on va vous bloquer. Là, c'est vrai qu'ils ont déjà détruit, fait que c'est pour ça que peut-être pour ça qu'on était moins investi à la base. Moi, je pense tu vois, Authors of Pain, là, s'ils les avaient mis à SmackDown, ça ferait une maudite belle. Ça, j'aurais aimé savoir ça. Parce belle rivalité. Détrompez-vous pas, là. Luke Harper est un excellent lutteur. Moi, je l'ai vu lutter sur les Indies. Ce gars-là est vraiment bon. Mais on l'utilise dans un personnage où ce qui est pas capable de le montrer complètement.
Fait que, oui, Authors of Pain, hey, pour vrai, là, tu m'allumes avec en me parlant des Authors of Pain, j'aurais aimé ça voir ça. Ben oui. C'est peut-être la seule équipe que je verrais qui pourrait vraiment battre les Bludgeon Brothers puis que ça soit crédible. Ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau du gabarit, puis la manière qu'ils sont bookés, qui étaient bookés à l'NXT, c'est une équipe indestructible qui ont passé à travers toute la division. Puis là, tu aurais les deux qui sont bookés exactement pareil, exact. sauf qu'une équipe avec pas de marteau. Sinon, ça va prendre un match où les marteaux sont interdits. Oui, peut-être que la New Day a une chance. Hein. Peut-être. As-tu quelque chose à dire là-dessus, toi, Nick, ce match-là? Non, vous avez pas mal tout dit. OK. Une note là-dessus, Guillaume? J'ai 3.25 sur 5. Ouais, moi, je donne un 3. Il y avait des gros spots pareil, puis il y avait le petit callback. Je me rappelle, gros spot. Ben, mettons, Biggie a encore perdu une année de vie en faisant sa Spear. C'est Biggie Spear. Moi, j'allais avec 2.75. Il y a eu un elbow drop de Woods jusqu'à l'extérieur du ring. Oui, après ça, ils ont fait aussi... C'était rare, ils ont fait travailler Woods au lieu de Kofi. Ouais. Puis ils ont fait... Biggie a fait un STO sur Harper, qui est tombé comme un code breaker un peu raté sur Woods. Ça a été bien récupéré par les commentateurs qui ont dit, je sais pas ce que Woods sait faire, je pense qu'il s'est fait frapper plus qu'il a frappé, mais l'important c'est que Harper a été déstabilisé. Fait que tout ça, ils ont teasé la powerbomb qui se promène. Ouais, je pense qu'ils ont teasé la powerbomb sur l'escalier avec Woods. Il y a eu un callback de ce qui était déjà arrivé auparavant. Ouais, fait que toi, Nick, tu notes là-dessus? Ouais, j'ai dit 3. Ah, excuse-moi. Donc, on passe à... Moi, 3 aussi, là. 2.75. 2.75, précisément. Donc, Strowman contre Owens pour la Money in the Bank. Briefcase. Ça se termine en 1 minute 50. Donc, dans ce match-là, si Braun Strowman avait été disqualifié ou serait sorti, il aurait perdu par contre. En tout cas, bref, il perdait peu importe la manière que ça arrivait. Merci beaucoup de rattraper la balle. Parce qu'il ne faut pas que l'autre se sauve ou peu importe. C'est ça. Owen se sauve tout le temps. C'est ça l'histoire qu'on a construit. On l'a fait perdre de toutes les manières possibles. Puis là, c'est comme, là, il n'y a plus de façon de perdre. Bref. Il s'est bumpé, ce Kevin-là. C'est super bon. Oui, c'est une de ses forces. Ben, là, moi, j'ai entendu plein de choses depuis hier. Là. OK. Kevin Owens, là, il n'est pas puni. Il y a des gens qui nous ont écrit ça. Il a rien fait. J'ai lu sur Twitter, le match a juste servi à mal faire, à faire mal paraître Kevin. Non. Je n'ai pas trouvé qu'il a mal paru. Il n'a pas mal paru. OK. À un moment donné, la WWE, il y a une hiérarchie là, dans le roster. Braun Strowman est presque au pic là, de cette hiérarchie-là. Mm-hmm. Il est rendu ça prend quelqu'un pour travailler avec, en qui la WWE a confiance, qui va être capable de bien faire paraître Braun Strowman. Kevin Owens est quelqu'un de confiance. Et la WWE l'aurait pas mis là s'il avait été puni. C'est pas ça qu'il a été utilisé plus que puni. Il avait un rôle à jouer. Il l'a très bien joué. Moi, ce que je reproche au match, c'est de ne pas avoir été, quand on parlait de direction tantôt et tout ça, de ne pas avoir été consistant avec l'histoire qu'on nous sert à Raw depuis des semaines et des semaines. On nous fait un combat où si Braun Strowman perd, par contre à l'extérieur, par disqualification, il perd la valise. On a vu Braun perdre de cette façon au Raw dans les dernières semaines parce que Kevin Owens était impliqué. Puis bon, il finissait par perdre en voulant dire, si tu perds comme ça à SummerSlam, t'es foutu. Et là, on nous sert un match. J'ai pas de problème avec le squash comme tel, mais si le squash avait été fait à l'extérieur de l'arène, et là, Braun revient à l'intérieur, et là, Kevin se lève et ne se lève pas à temps, et n'arrive pas à rentrer dans le ring pour le compte de 10, tu fais tellement un beau clin d'œil à l'histoire que tu racontes. Il y a une continuité. C'est Braun Strowman qui non seulement a squashé l'autre, fait que tu démontres, parce que le but, c'était de le revoir en finale. Le but, c'est de le montrer fort. De garder les gens aussi qu'on regarde le combat final. Je pense que c'est un peu ça, je l'ai vu. Là. Oui, puis on va y revenir, j'imagine, mais oui. Mais fallait-tu le book fort pour qu'il revienne? Mais fais un clin d'œil à l'histoire que tu racontes au moins. On n'aurait pas arrêté ça au chokeslam sur la rampe, mettons.
Ça aurait pu être une commotion. Ça pourrait être une belle façon, exactement. Parce que moi, il y avait deux façons de le faire. Il y avait cette façon-là. Parce que Braun Strowman, on s'entend, il est limité dans un On ring. en parle, là, la commotion, ça aurait été vraiment une bonne idée. Je me trouve génial parce que. Tu sais qu'il avait tombé en haut de l'échelle à Money in the Bank, là. Il avait dit qu'il y avait une commotion, puis il s'est mis à tweeter juste sur Shania Twain, à quel point il était le plus grand fan de Shania Twain. Puis ça a piqué qui était au Centre Bell, puis il était sur la scène avec Shania Twain. Mais ça, c'était pas un angle, c'était vrai, là. Il est vraiment un fan de Shania Twain, là. Non, mais oui, ben, peut-être, oui. Mais peut-être. Non, mais son personnage, il disait qu'il y avait une commotion, qu'il avait oublié des bouts. Comment il disait, c'est lundi qui s'en vient. Ah non, à soir, je vais le voir Shania Twain. Ça, c'était pas voulu. Puis là, non, je me suis trompé. Mais tu sais, je trouvais que c'était bon, puis il disait, j'ai eu une grosse commotion. Tu sais, je trouvais qu'on aurait conduit sur l'angle de la commotion. Il a rejoué là-dessus, mais c'était pas okay. Il s'était juste trompé. Mais je pense que niveau kayfabe, mettons qu'il tombe là, sur le chokeslam, puis il pourrait revenir, comme j'ai déjà eu une commotion il y a 2 mois, puis là, elle est revenue, puis là, j'étais sonné, puis il tombe à genre de match, vous me bouquez. Et parce que moi, je trouvais que ce que j'aime pas de l'utilisation de Braun Strowman, parce que Braun est très limité dans le ring. Donc, faut qu'il fasse faire. C'est pas pour rien qu'on le voit plus souvent à l'extérieur du ring que dans le ring. Là. D'ailleurs, son coup de bélier à l'extérieur de l'arène, il est over, puis c'est correct. Mais dans les câbles, là, il est plus limité. Décidément. Moi, je trouvais que Braun, c'est le personnage parfait que quand tu as la chance de le faire perdre sans qu'il perde, go for it. Puis on ne l'utilise pas comme ça. À Money in the Bank, il y a un ladder match. Il y a 6 ou 7 gars. Il y avait combien de gars cette année dans le ladder? 8? 7. Ouais. Il y avait 7 gars. C'est le match parfait pour Braun, où ce que Braun peut paraître très fort et perdre un combat sans le perdre. Il se fait pas piner. Il se fait pas soumettre. Ça se passe même pas. On se rappelle qu'on l'a déjà vu détruire tout le monde à Elimination Chamber aussi. Là, je veux dire, c'est déjà établi qu'il est capable de détruire tout le monde. Fait que, à un moment donné, il est juste occupé avec quelqu'un d'autre. Et là, il y en a un qui monte sur l'échelle, il va chercher la valise. Parce que pour moi, Braun n'a pas besoin de la ceinture pour être over. C'est un peu comme l'Undertaker. Il n'avait pas besoin d'une ceinture pour être over. Puis là, on le met dans cette position-là parce que comme les Bludgeon Brothers, la journée de Braun va gagner la strap. Quand est-ce qu'il va perdre? Ben, qui va le battre? Et moi, je trouvais que le Money in the Bank, le match plutôt avec Kevin, était un match parfait pour ça. Braun pouvait perdre en étant debout. Kevin, tout ce qu'il avait à faire, c'était l'amener sur la rampe, sur le stage, lui faire une shot. Braun est sonné, il revient à l'intérieur, compte de 10, Braun perd, Kevin prend la valise. Kevin avec une valise aurait été très, très, très divertissant. Braun n'en a pas besoin. Ceci dit, c'est pas la direction qu'ils ont été. Fait à partir de là, moi, j'analyse le combat avec la direction qu'eux veulent aller. Et j'ai rien contre le squash, mais je pense qu'il aurait fallu avoir un clin d'œil à l'histoire qu'ils ont racontée. Parce que là, je me dis, là, c'est la fin. Il faut que ce soit la fin de la feud. Parce que je vois pas ce que tu peux ajouter d'autre. Et on va en reparler de Braun plus tard, mais là, je suppose qu'on envoie Braun. Donc, moi, par exemple, on m'a donné ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il gagne et remporte le match, peu importe la raison. Mais t'aurais pas été fâché que Kevin Owens gagne. Non, mais je voulais le clash à la fin. Strowman-Lesnar. Mettons, si Lesnar vient de gagner le combat. Puis Lesnar, il se lève un peu magané et plein de sueur. Puis là, Strowman arrive en souriant, comme il fait tout le temps, Lesnar. Puis là, t'as Strowman qui gagne la ceinture, comme il fait vraiment facilement avec son Power Slam. J'aurais aimé ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé Kevin Owens comme un jobber, en fait. Là, dans le sens non, mais derrière, non, mais dans le sens que tu tasses-toi, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je m'en vais chercher, je m'en vais cacher direct. Mais ils ont montré que. Moi, c'est le même que j'ai vu, puis je pense que c'était le même aussi qui voulait qu'on le voie. C'est parce que, faut faire attention. Un jobber, c'est quelqu'un à qui on donnera jamais rien. Kevin Owens a une valeur. Kevin Owens, on lui en a. Mais je comprends le monde de Twitter qui ont dit ça, dans le sens que il s'est fait battre en squash match. Mais c'est à cause qu'il aime Kevin Owens plus qu'autre chose. Je pense que oui, là, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Oui, c'est ça, exact. Mais en même temps, c'est parce que c'est un booking qui est dur à comprendre pour quelqu'un qui. Puis pour quelqu'un qui connaît un peu moins peut-être les dessous, et qui regarde un peu moins, qui va juste regarder le combat pour le combat. Oui, si tu regardes le combat pour le combat, Kevin Owens a perdu en 1 minute 50 contre Braun Strowman, et tu fais comme, ben là, il a jobé. Ouais, non, il a pas jobé. Il a été utilisé dans un rôle pour mettre Braun Strowman over, mais tout le long de la feud, il n'y a pas nécessairement... il a tombé en bas d'une cage de 25 pieds. Et c'est un moment qu'on va tous se rappeler. Puis c'est un moment qu'ils vont faire rejouer. Tu donnes pas ça à un jobber.
Non. Dans la feud, il y a pas eu l'over souvent, mais en même temps, il y a eu des petites affaires, puis il était divertissant quand même. Donc, c'est pas à ça que tu donnes un jobber, mais rendu au match, c'était le rôle qu'il avait à jouer. C'est ça, je suis d'accord que ce qui a servi ce soirée-là en particulier, c'est faire bien paraître Strowman. Mais de là à dire qu'il a été puni, que c'est un jobber, jamais zéro. Puis c'est pas un mal de dos non plus, là, ça n'a rien à voir. Sérieusement, ils font un finish où ils font un clin d'œil à l'histoire, puis moi je trouve que ce match-là a été très bien booké. C'est dur à noter, on n'a pas vu grand-chose. Vous mettez quoi, vous autres? Je sais pas, moi je trouvais que c'était bien vendu. Moi, ils m'ont donné ce que je voulais, c'est-à-dire un clash avec Strowman, Lesnar à la fin. Ouais, mais ça, c'est pas le match. Ça, c'est dans l'histoire générale du show. Mais je trouve que c'était quand même passablement bien fait. C'est le genre de match que tu peux pas vraiment noter. C'est ça, exactement. C'est plus une histoire. On n'a pas de mots pour ça, nous autres. Mais thumbs up pour Si j'avais à noter l'histoire qu'on raconte dans le match, je donnerais un 3 sur 5 pour l'histoire qu'on raconte. Que ça va servir plus tard, puis comment Kevin, lui, a joué son rôle, parce qu'il a très bien joué, là, il a bumpé, puis pas à peu près. Là. Un 4.5 sur 5 pour les bumps à Kevin Owens à chaque fois qu'il fait une corde à linge. Donné, mais je pense que tout était dit. Petit 3, bon. Charlotte Flair, Carmella, Becky Lynch. Carmella rentre championne, elle perd sa ceinture. Charlotte lui vole. On a ensuite, à la fin du match, Becky Lynch qui se révolte et qui attaque son amie Charlotte. Grosse réaction de la foule à ce moment-là. Je pense que ça va être dur. C'était un heel turn? C'est un heel turn? Ça va être dur, je pense, de gérer ce heel turn-là, dans le sens que on dirait que Becky Lynch a toutes les raisons du monde d'être fâchée pour de vrai. Dans cette histoire-là, vraiment, elle se fait voler son spotlight et tout ça. Donc j'espère qu'ils vont vraiment jouer un côté... il va falloir qu'on y sorte ses défauts rapidement. Il va falloir qu'elle soit méchante, quelque chose, parce que j'ai l'impression que là, la foule l'encourageait parce qu'on est comme tellement content de voir qu'il se passe quelque chose avec Becky Lynch. Je pense que les gens vont peut-être avoir de la misère à la huer. Peut-être que c'est pas un problème qu'un heel se fasse pas huer. Mais... on a parlé de Rusev tantôt. Là. C'est un heel qui se faisait applaudir. Je pense que maintenant, ils veulent aller chercher des réactions. Puis on s'entend, le turn de Becky a été l'une des plus grosses réactions du show. Oui, décidément. Une réaction, c'est une réaction. Ça, je suis bien à l'aise avec ça. Moi, c'est plus au niveau de, quand on parlait tantôt d'orientation, direction. Tu vois, ça, c'est le match qui m'a un peu stupéfait. Je m'explique. Dans les mois qui ont précédé, moi, je vois venir le match à Survivor Series entre les Four Horsewomen du MMA contre les Four Horsewomen de la WWE. Et... mais à un moment donné, dans la rivalité Sasha Banks et Bayley, je l'amène ailleurs puis je vais revenir. Je pensais qu'on était en train de les préparer pour faire un match retour Sasha contre Bayley au Barclays Center 3 ans après leur classique qu'ils ont eu à NXT. Ouais. Je pensais qu'on s'en allait là-dessus puis que c'est pour ça qu'on la feud s'étirait. Elle part dans plusieurs directions un peu. Je pensais qu'on voulait les amener jusqu'à SummerSlam. À un moment donné, ils sont revenus ensemble. La thérapie a marché. Et là, ils sont revenus amis. Un nom d'équipe. Je sais avec un chandail. Ben oui, Organ Boss, on s'en va plus là du tout. Je fais comme parfait. Au même moment que je fais ce constat-là, à SmackDown, tu as Becky et Charlotte qui font équipe. Et qui font même des références à Sasha et à Bayley en disant nous, on est vraiment des amis. On n'a pas besoin de chicaner comme Sasha et Bayley. Et je me dis, c'est parfait. On a les deux amis, la moitié des Four Horsewomen à Raw, l'autre à SmackDown, qui ils sont ensemble. Fait qu'on est en train de préparer le Survivor Series avec le pay-per-view Evolution et tout ça. On est en train de préparer tout ça. Et là, on arrive et Becky se tourne contre Charlotte. Donc, je me dis, OK, on est à 2 mois d'Evolution, à 3 mois de Survivor Series. On vient de tourner Becky. Ça serait tôt pour la ramener babyface. Mais en même temps, c'est toujours faisable parce qu'elle a une réaction de babyface, puis pour le bien de la WWE, elle pourrait décider de faire un call de je serais pas dans la gang des MMA pareil. Elle a un background d'arts martiaux mix, elle pourrait teaser d'être de l'autre bord, puis finalement de joindre ses amis. Il y a toujours quelque chose à faire, mais ça m'a comme un peu stupéfait. Ça a été un moment super cool à voir, mais je sais pas où ils s'en vont avec ça. Puis c'est ça qui me désole un peu. J'aurais aimé mieux, je pense, voir Becky gagner la ceinture. Oui. Que la voir tourner.
elle aurait eu la même réaction, elle l'aurait gardé babyface. C'est un peu plus grand, t'expliquais un peu, Gab, au début. Là, tu sais que elle aurait dû gagner au lieu. Elle aurait, dans le fond, en résumé, elle aurait eu la même réaction, une aussi grosse réaction de la foule. On aurait été chercher la même chose pour la télévision, avec une meilleure histoire ou une meilleure suite. L'autre aspect de ça, une fois que Charlotte gagne, où ce qu'ils vont avec ça, c'est. J'ai comme l'impression. Ça fait longtemps que je le dis, avant même que Ronda Rousey soit signée, que la première fois que 2 femmes vont main eventer WrestleMania, ça va être Ronda Rousey et Charlotte Flair. J'y crois toujours. Et moi, je pense que ça va être cette année. L'année prochaine, à New York. Si c'est le cas, là, présentement, les 2 que je vois main eventer sont championnes de leur brand respectif. Championne contre championne, ça l'ajoute au match. Mais en même temps, il y a le Royal Rumble qui arrive. Donc, il faut que la personne qui gagne le Royal Rumble ait une chance au titre à WrestleMania. Donc, ça vient un peu contrecarrer parce qu'habituellement, les championnes n'en font pas partie. Donc, c'est comme... Comment ils vont l'apporter? Comment est-ce qu'ils vont l'amener? Est-ce qu'il y a un pay-per-view entre le Rumble et Mania? La personne pourrait perdre sa chance au titre contre, mettons, Charlotte ou Ronda, mais là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'une des 2 serait plus championne. Pourtant, ça serait tellement bon de les avoir championne contre championne. Ben oui. Mais il est un peu tôt pour avoir fait ça dans ce cas-là, parce que c'est encore un long bout de temps à garder la ceinture. Ben oui, et en même temps, il faudrait que Charlotte ait perdu la ceinture pour gagner le Royal Rumble, pour ensuite challenger Ronda Rousey et ensuite aller gagner le titre à SmackDown. C'est toujours faisable, mais c'est comme passer par c'est comme vouloir aller à Québec, là, mais passer par Victoriaville avant, quand tu viens de la Rive-Nord. Lynch, elle aurait pu gagner la ceinture, rester face, puis Charlotte devenait heel. Elle était bonne en heel, Charlotte. Je l'aimais mieux heel que face. Puis aussi, elle a eu une bizarre de réaction de la foule. Ça a fait un peu de réaction à la Roman Reigns qu'elle a gagné. Mais la foule de New York, c'est toujours une foule bizarre, surtout pour SummerSlam. Mais tu sais, il pourrait faire en sorte que, mettons, Charlotte gagne le Rumble, bat la championne en février et s'en va à Mania championne contre championne. Ça peut toujours se faire quand même. Mais tu sais, ça me pose plus de questions autant sur ce qu'ils vont faire avec Rousey, les Four Horsewomen et tout ça, que pour le main event de Mania, que pour... Fait, je sais pas trop où ils vont. Puis ça m'a bugué. Ça m'a juste bugué. Le match comme tel, c'est un bon match. C'est un bon match. Carmella, c'est toujours probablement la pire lutteuse régulière sur le main roster. Qu'elle soigne son saut suicide, il me semble un peu dangereux. Quand il arrive vite. Elle fait juste tomber en pleine face à terre. Là. Il arrive vite. Pour vrai, là, non, t'as raison là-dessus. Il arrive très, très vite, bas puis vite. Mais il y a aussi le Moonsault. C'est parce que là, j'anime la lutte en français. En fait, là, j'ai juste le mot en français, le saut périeux arrière renversé. De Charlotte, qui est le corkscrew moonsault. Là-dessus, Becky Lynch, elle avait juste une job à faire, elle l'a pas faite. Elle était beaucoup trop loin que Carmella. Là. Exactement. Elle a tombé puis elle s'est jamais fait accrocher. Mais bon, ça, tu le sais quand tu vois un ralenti puis tout ça, le live. Non, ça a bien passé. Mais c'est ça, mais ça a été un bon match. Carmella, c'est peut-être le meilleur match dont elle a fait partie. Mais je veux dire quand même. C'est un bon match. Puis nous autres, on avait parlé dans les précédents épisodes. Souvent, les matchs féminins, quand il y a plus que 2 personnes, souvent c'est un contre un, mais vraiment l'autre est vraiment en dehors du ring, vraiment pour une longue période. Mettons, Rumble, il y avait beaucoup de critiques à ce niveau-là. Puis je trouvais que là, il y avait beaucoup d'interactions rapides entre les lutteuses. Même parfois, il était 2 contre 1. Il y a juste Carmella qui assumait pas assez son rôle de heel, je trouve. Là, au début, oui, là, mais après ça a été plus... Mais tu sais, supposé être comme elle est supposée être plus faible que les autres, puis vraiment tricher non-stop pour s'en sortir, puis ça, elle faisait pas tant que ça. Ils l'ont plus booké comme une lutteuse quand même assez forte parce qu'elle a pas give up vite sur le Disarm Her. Elle a pas tapé, puis elle est supposée être bookée un peu plus faible. Ça m'a un peu dérangé, pas tant que ça, mais un petit peu. Pour vrai, moi, Carmella, c'est si j'avais des coupures à faire, là, si je veux avoir l'élite de la lutte féminine pas là. À Raw et à SmackDown, Carmella est pas là, Nia Jax est pas là. Je fais plus lutter Lana, je fais pas lutter Zelina Vega. Tu montes des filles d'NXT comme tu mets Sacha et Bayley sur ton deuxième plus gros pay-per-view de l'année.
Shayna Baszler est prête à être montée. Nikki Cross est prête à être montée. Je veux dire, ma foi, il y a des filles du classique, le classique Mae Young qui sont de loin supérieures à Carmella. Donc, ça me fâche toujours un peu quand je vois ça, mais c'est le restant de l'ère diva. Il y a un peu commencé à l'utiliser, ça. Ils l'ont utilisé, c'est correct, ça. J'ai trouvé le clin d'œil était devenu une insulte. C'est rendu une insulte. Ce qui est un peu triste là-dedans, c'est une insulte pour une partie de. Ils ne méritent pas nécessairement. C'est parce que pendant 15 ans, ils ont appelé des divas, donc tu insultes 15 ans de ton histoire. Mais en même temps, je comprends, c'est pas ça qu'ils ont voulu faire. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour moi, ouais, tu sais, de l'ère diva, là, t'as Naomi, là, qui est une très bonne athlète et qui est différente dans son style, puis je pense qu'il a toujours sa place. Les Bellons, ça sortira jamais. Mais c'est correct parce que c'est devenu des personnalités publiques très connues. Fait que c'est correct, je suis capable de les accepter dans des rôles limités. Mais Carmella, là. Non, je suis d'accord. Même ça, de ce que je lis à gauche par là, il s'acharne. Mettons, j'avais écouté James Edwards avec Chris Jericho, puis ça s'est beaucoup amélioré, puis là, elle se pratique beaucoup. Mais pourquoi ils perdent leur temps avec elle? Il y en a tellement d'autres. Je suis un peu d'accord avec ce que tu racontais. Il y en a tellement à NXT ou dans Indie. Pourquoi perdre du temps avec elle? Ils ont give up sur des meilleurs talents, hommes ou femmes, que elle. Et elle, ils continuent à lui donner chance après chance après chance. C'est ça. C'est deux compars sont plus là, puis elle est encore là. Elle était avec Enzo, puis avec Cass, puis il reste juste elle. Mais je sais pas où on s'achante, j'ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va plus se rappeler du turn, du moment de Becky que le match en tant que tel, qui était pas mauvais en soi. Moi, je donnerais 3.5. La même chose, moi 3.5, ça m'aide à l'heure. 3.5 aussi. Peut-être un peu sévère. Là. Moi, 3.5, je suis à l'aise avec ça. Parfait. Donc, Samoa Joe contre AJ Styles pour le WWE Championship. Ça se termine en 22 minutes 45. Donc, un assez long match. Des bons chances TNA à gauche et à droite pendant le combat. Effectivement. Sur le coup, la disqualification m'a fâché. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vous parlais de pacing tantôt. Il y a 9 matchs de championnat sur la carte. Mettons, il y en avait 7 sur le main show. Là, je viens de me rendre compte, j'ai fait des guillemets, puis on est c'est bon, nous, ça vous aide. Et 2 de ces matchs-là se terminent par disqualification. Ouais, ça, c'est sûr. Quand tu regardes les deux, je pense que la disqualification d'AJ Styles, l'histoire est meilleure. Les Bludgeon Brothers, t'étais pas obligé. Non, c'était pas juste sortir le marteau en mousse pour. Surtout que ce que Samoa Joe a dit, là, je pense que c'était très méchant. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est très méchant. Ouais, il voulait ramasser la femme à Stag, si j'ai compris. Sur le coup, ça m'a comme. Sur le coup, ça m'a comme. Ah non, pas encore une disqualification. Puis j'étais un peu déçu. J'ai pris la peine de réécouter le début puis la fin seulement. Pour l'histoire, le match, je savais que ça avait été un bon match. Parce qu'entre les deux, ça a été un très bon match. Mais je voulais écouter ce qui avait mené à ça. Puis là, je fais comme, oh non, OK. La disqualification, elle avait sa place. Mais, dans une question de pacing, il faut que ça soit ta seule disqualification dans un match de championnat. Parce que sinon, ça devient un peu redondant. Puis c'est facile s'en aller vers la DQ. Donc, j'aurais fait d'autres choses avec les Bludgeon Brothers. Il n'était pas obligé de perdre par disqualification. Ça aurait pu être d'autres choses. Ça aurait pu être un double. À la limite, la double disqualification m'aurait pas dérangé. Ou le double compte à l'extérieur. Tu sais, ils se battent à l'extérieur. Puis bon, ça aurait fait différent. C'est pas la même chose. Mais là, tu fais deux disqualifications dans les matchs de championnat parce qu'il utilise des objets. En plus, tu as le Miz qui utilise un objet dans son match, même si lui, l'arbitre l'a pas vu. Il y a eu beaucoup de répétitions. Ouais. Tu sais, c'est ça que je dis. Tu sais, déjà que tu as 5 heures de show, tu as 13 matchs. Je comprends que c'est beaucoup à gérer, mais si tu veux faire ça, ben, sois original. Ils ont booké des combats et ils ne se sont pas parlé entre eux. Fait que ça donne comme un résultat un peu. Souvent ça sur la scène indépendante. Je m'attends à plus de la WWE. Donc, côté pacing, tu vois, ça m'a dérangé. C'est pas tout le monde qui va prendre la peine de réécouter ça. Moi, si le jour me dérange, je vais le réécouter, voir, OK, ça me dérange-tu vraiment tant que ça? À la réécoute, là, j'ai réalisé que c'était le bon match pour la DQ. C'était l'autre d'avant. S'il avait été la première DQ des deux, s'il avait été mis avant l'autre, ce qui faisait pas de sens, mais je vais juste dire de même. Là, ça m'aurait moins dérangé. Ça a été le premier DQ. J'aurais fait, wow!
Ouais. Puis là, Joe Style, on peut vendre le LNSL qui s'en vient. Il pourrait s'affronter parce que là, oui, exact. On savait que ça allait donner un bon match. Ces gars-là l'ont fait 1000 fois, ce match-là. Ouais. Fait que ça donnait un excellent match. Puis il y avait une bonne histoire. Style t'attaques sa famille où tu dis que la terre est ronde. Fait que ça va pas fâcher égal. non, mais c'est Joe est probablement le meilleur heel à la WWE. Ouais, il est bon. Hein. Il est bon sur les promos. Mais ça, on disait tantôt, il est heel, mais il se fait pas huer. Le monde vont chanter Joe gonna kill you. Ouais, mais tu sais, c'est comme Kevin Owens. Il est heel, mais quand il est vraiment heel, la foule aime ça. Ouais. Becky Lynch a tourné heel, la foule a aimé ça. Il va quand même se chercher une réaction. Mm-hmm. C'est ça l'important. Puis c'est pour ça qu'il aime Roman Reigns, parce qu'il va chercher de la réaction. Ouais. Brock, il a été chercher de la réaction. Et c'est ça. Mais ça a été un super bon match. Et j'ai beaucoup aimé le finish une fois que mon toc de disqualification est parti. Moi, j'ai bien aimé après la disqualification qu'un peu la réalité s'est mêlée à la fiction. Puis il est allé voir sa petite fille, en fait, qui était un peu traumatisée de voir son père craquer de même avec du sang aussi, mais de juste craquer comme ça. Ça fait sa femme criait stop. Ouais, mais j'aime ça. Il était quand même sorry. Mais ça va. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était un très beau moment, puis c'était pas, ça devait pas être prévu. Non, c'était prévu. Qui s'ouvre. Dis-toi tout. Ah non, qui s'ouvre. Non, puis après ça, qu'elle ait peur de ça, je veux dire. Mais qu'il aille voir sa famille, ça, c'est sûr que oui. Et espèce d'idiot. et pas juste ça. Moi, ce que j'aime, c'est une fois de temps en temps qu'un babyface, tu le mets tellement en il a pété les plombs. En crise, là, excusez-moi l'expression, là, mais qu'il pète les plombs. Puis c'est drôle parce que je fais beaucoup de recherches ces temps-ci pour mon prochain livre qui est sur le géant ferré, Andrew the Giant. Et c'est une façon qu'on utilisait le géant au Québec. C'est qu'à un moment donné, il pétait les plombs parce que là, le heel n'arrêtait pas de tricher. Puis là, il te ramassait le heel, puis là, il arrêtait plus au point de l'arbitre le disqualifiait. Fait que c'était une façon de faire perdre le géant sans le faire perdre. Mm-hmm. Et j'aime ça de temps en temps qu'on fait ça, qu'un babyface se fâche tellement que là, il perd les pédales, mais il perd le combat aussi. Fait que là, il est comme, ah shit, j'ai gaffé. Mais c'est parce que là, le heel, il a trop joué dans sa tête. Puis clairement, Joe, quand il a fait la ligne, genre... Ton père ne viendra pas à la maison, je vais être ton nouveau père. Mais c'est ça, tu sais, écoute... C'était mais même parfait, Style, au début du combat, là, il y avait déjà la rivalité basée un peu sur les insultes familiales. Mais au début, maintenant, il allait les deux avec la position main à main pour pousser c'est qui est le plus fort. Je m'explique vraiment mal. Non, au lieu que à chaque fois que Joe arrivait pour mettre ses épreuve de force. Ouais, puis à chaque fois que Joe allait mettre sa main sur celle de Style, il donnait un coup de pied dans les genoux. Même il était comme déjà en train de snapper un peu. Il agissait pas comme un babyface. C'est bonne valeur. Ouais. Mais c'est correct, ça. Il a poussé à bout, il a parlé de sa famille. On buildait déjà la finalité. Ce que j'ai le plus, là, mettons, il y a un gros grudge match, là, deux gars qui se saillissent, et là, ils commencent avec un lock-up. Ouais. Hey, non, moi, si je t'haïs, là, je vais te sauter dessus, je vais te frapper un grand coup de poing dans la face. Je te ferai pas un lock-up, une prise de tête, m'a t'envoyer d'un câble. Non, man, je vais être agressif. J'aime ça, tu sais, que quand un babyface a vraiment, tu sais, quelque chose contre le heel. Mais ça, c'était bien construit. C'est ses attitudes, il veut le frapper, il veut le faire mal. Dès les premières secondes, on a bâti la fin. Fait que ça, c'était super bien fait. Mais c'est ça, mais je pense que moi aussi, en l'écoutant, ça m'a tanné, la disqualification. Puis là, plus on en parle, plus je me rends compte que c'était super bien fait, dans le fond. Puis le match, pas besoin d'en parler, c'était quasi parfait. Le match, c'est un excellent match. On a juste chanté Hell Nestle. 4.5. Ouais, la même affaire, 4.5. Il n'y a rien vraiment de négatif. Je vais donner 4.25. La même chose que Rollins et Ziggler parce que j'ai plus aimé le finish de Rollins et Ziggler malgré... Il y avait au moins un finish puis il y avait un changement de titre. Il y a eu un gros pop pour Rollins. Fait que la réaction de la foule a été plus forte, je trouve, là-dedans. Le match est un petit peu moins bon. L'autre côté, le match est un petit peu meilleur dans le match, mais le finish a eu une moins bonne réaction. Fait que je trouve que ça s'équivaut. C'est mes deux bref. Moi, je fais beaucoup la Impact dans le temps RDS, puis j'étais vraiment content. J'étais vraiment content de revoir ces deux-là. En tout cas, Joe, c'est un de mes préférés, puis Styles aussi, puis c'était super bon. Les matchs qui ont eu aussi Joe Styles, Christopher Daniels, c'était complètement classique dans ces années-là. Ouais. Okay. Daniel Bryan contre The Miz, 8 years in the making, 23 minutes 30.
Un match qui, je me rends compte qu'il m'a pas marqué tant que ça. Non. On dirait que c'était pas mauvais. Je peux pas dire que c'était mauvais, mais on dirait que là, j'essaie d'en parler. Puis la promo était bonne. Il essaie de refaire. OK. Oui. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Daniel Bryan est devenu populaire parce qu'à un moment donné, la foule a décidé de prendre pour lui dans un moment où la WWE s'y attendait pas. Il le faisait perdre, rappelez-vous, contre Sheamus à Mania en 10 secondes. Mm-hmm. Mais c'est comme si Ty Dillinger devenait super populaire par rapport... Et là, on continue... Depuis que Daniel Bryan a été over, selon la WWE, de cette façon-là, on continue à essayer de booker beaucoup de babyface de la même façon. Sami Zayn est passé par là, Ziggler est passé par là quand il était babyface. Il y a beaucoup de babyface qu'on a fait perdre en se disant, ça a marché pour Daniel Bryan. On va les faire perdre, ils vont avoir la sympathie des gens. Ça peut marcher de temps en temps. Mickey Rip à ICW, Paul Heyman l'a fait perdre pendant, je pense, 1 an. La journée qu'il a gagné, là, ça a été l'explosion au ICW Arena. Mais là, c'est pas ça qui a fait en sorte que Daniel Bryan était over. C'est pas comme ça qu'il est devenu over. C'est un hasard. La foule s'est rebellée contre la WWE et a décidé de prendre du bord de Daniel Bryan au même moment que les Yes ont commencé. Et là, ça a été l'explosion totale. La WWE évalue mal ce qu'il a mis au monde Daniel Bryan à ce niveau-là et utilise cette même façon de faire encore aujourd'hui avec lui. Donc là, on le fait perdre. Encore. Puis regardez la promo avec Brie Bella après où il dit « Mon retour est un bust. Il fallait que je gagne ce match-là. » C'est correct. Je la comprends, l'histoire. Puis je le sais que ça ne sera pas le dernier match entre les deux. Mais je suis pas sûr que le monde voulait voir ça. Je pense que le monde aurait voulu voir Daniel Bryan gagner cette première manche-là parce que depuis son retour... Même dominé, il a été bouqué fort, il me semble. Son retour. Contre Cass, Big Cass était ultra fort. Pour vrai, son retour... Mais non, il y a eu Big Cass, après il y a eu Kane, il y a le Team Hell No, qui était une vieille référence que... C'était correct, ça n'a pas duré longtemps parce que Kane s'est blessé, puis ensuite il est devenu maire. Mais il me semble que il se passe... Tu sais, ça, c'était la grosse feud, là. C'était le gros grudge match. Je sais pas si c'est parce que ça faisait trop longtemps que tu sais, pourtant, ils ont fait une bonne job à SmackDown la semaine passée. Ils ont fait une super belle job de vendre, tu sais, puis d'expliquer d'où venait. Ouais, il y avait eu 3 promos. Il y avait eu 3 segments. C'était parfait. Mais je sais pas, on dirait que c'est peut-être parce que c'était tout de suite après Styles Joe, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui a pas cliqué à 100%. Quand on essaie de répéter les choses exactement comme qui étaient, souvent t'as pas la même magie ou le même déclic. Puis les gens ils savent, là, ils sont pas stupides. Là, on a déjà prédécision de le mettre over, on fera pas 2 fois exactement de la même façon. Pour trouver une autre manière de nous le vendre. Puis... Fait tu sais, clairement, il y a un futur pour cette feud-là parce qu'on l'a fait gagner en trichant. Puis là, Bryan s'apitoie sur son sort. Puis il va savoir un mix tag à un moment donné, lui puis Brie contre Maryse puis Miz, peut-être. Mais en même temps, il manquait quelque chose. Il manquait une flamèche. C'est dur, t'as raison. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on sait pas trop comment bien booker son retour. On a la misère de gérer avec le fait que c'est plus l'underdog que c'était. Ouais, on a pas mal le même discours à chaque match. Il a pris un statut que... tu vois, après Mania, je l'aurais tout de suite envoyé contre le Miz. Pourquoi attendre à SummerSlam? Je veux dire, c'était ça, là. Durant son absence, c'était là la feud. Il revient, c'est le premier gars que tu vois, t'attends pas à SummerSlam parce que les choses ont eu le temps de se refroidir un peu. Ouais. Et si tout de suite après, je comprends que la Mania était trop tard pour faire ça parce que son retour est arrivé trop juste, mais après Mania, c'est tout de suite la feud que je l'ai renvoyé. Puis même son match à Mania a été mal booké pour lui. La foule, moi j'étais là, puis je m'en souviens très bien que la foule voulait voir Daniel Bryan. Ce qu'on a fait, on l'a blessé, ou on l'a blessé temporairement, à l'extérieur du ring. Et là, c'était Shane McMahon tout seul contre Kevin puis Sami. Ah oui, c'est vrai. Moi, si tu veux faire ça, fais-le, mais fais-le différemment. Parce que là, la foule était là, puis ils voulaient voir Daniel Bryan. Ils se foutaient de ce qui se passait dans l'arène. Donc, tu fais commencer le match avec Daniel Bryan qui pète tout. Tu veux le voir lutter, tu le fais commencer le match. Il pète Kevin et Sami, bing, bang, boom, pendant une couple de minutes. Là, il se fait casser.
Et là, tu blesses, entre guillemets, Daniel Bryan pour que Shane McMahon prenne la heat une partie du match. Puis là, Daniel revient pour le comeback. Il rebat une autre fois Kevin puis Sami, puis tu t'en vas au finish. La foule aurait été débile. Elle aurait tellement bien réagi. Mais là, c'est un peu anticlimatique comme scénario. Puis il me semble que depuis ce temps-là, c'est jamais comme parfait. C'est un peu ça, ce feud-là, anticlimatique. Je pense en général, là, on tease des affaires, puis là, tout de suite après, ça a été soudain. Tout de suite après, Bryan aurait dû aller vers le Miz. Parce que le Miz est parti à SmackDown au draft qui a suivi. Donc, c'était comme parfait. Là. Il est à SmackDown. Tout le monde attendait ça, en fait. Tout de suite, tu le fais. Genre, tu m'as assez nargué, puis là, on va y aller. Oui, comme ça, ça te permet de donner ta première victoire au Miz, mais pas à SummerSlam. Puis ça te permet de faire, mettons, peut-être 2 combats, puis d'arriver à SummerSlam avec le grudge match, avec le rubber match, où ce que là, c'est Daniel Bryan qui gagne. Fait que tu le fais gagner à ton gros show, tu sais. Le problème, c'est que quand il est revenu, tu sais, Big Cass est venu lui dire qu'il était petit, puis ça l'a vraiment fâché. Plus que Miz. Donc, tu sais, c'est normal qu'il soit allé ailleurs. Après ça, Big Cass a perdu contre une petite personne, il s'est fait renvoyer. Ma réponse à ça va être ouais, non. Le prochain match. Il n'y avait pas de note. Oh! Excusez-moi. On n'a pas parlé de la fin, mais la fin était bien. La fin, c'était un Brass Knuckles. Maryse qui donne un Brass Knuckles. Puis c'était bien. La fin était bien. Tu sais, pour vrai, c'est la bonne fin. C'est la bonne fin. Je me suis mal exprimé tantôt. C'est la bonne fin pour le premier match. Ouais. Mais j'aurais pas vu ce premier match-là à SummerSlam. J'aurais vu la fin de la feud. Ou une victoire de Daniel Bryan à SummerSlam, mais non pas une victoire du Miz à SummerSlam. Ouais, ça, je suis d'accord. On aurait pu le faire. On a eu 2, 3, 4 pay-per-view même pour le faire, puis on l'a pas fait. Ouais, exact. Fait que c'est mon bémol par rapport à ça. Quelle note donnes-tu à ça? 2.75. Avec 3. Moi, je vais pour un 3.25. Même chose, moi. J'ai un petit peu aimé ça. Mais la fin m'a plu. C'est une vraie fin de Hill. Après 7 matchs, tu peux être sévère. Ouais. Bon, donc, ensuite, on y va avec Baylor. Contre Corbin qui était pas prêt. Baylor en Demon King contre Baron Corbin. Constable Corbin. C'est amélioré. 1 minute 35. Donc, deuxième squash du match, du show. Ouais. Je mentionne ça, je vais y revenir. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là. Beau maquillage de Baylor. On était surpris qu'il arrive en démon, je pense. Je sais pas si ça. Ouais, non, c'était surprenant. Moi, ce qui m'a fait poser la question, c'est à chaque fois qu'il est en démon, il gagne. Il a perdu à NXT, je pense. C'est la fin de ça. Sur le main roster, à chaque fois qu'il est en démon, il a gagné. Pourquoi il n'est pas toujours en démon? Il faut qu'il y ait beaucoup de rancœur en dedans de lui pour que ça explose. Il accumule. C'est pour ça qu'il sourit tout le temps. Il fait semblant que ça ne fait rien, mais le démon explose. Si tu le sais que ton saut de super-héros te fait gagner à chaque fois, pourquoi tu le mets pas? C'est Batman, c'est Bruce Wayne qui à un moment donné décide de se battre en Bruce Wayne. Il faut qu'il soit très fâché, il faut qu'il se fasse écœurer très longtemps. Au moins... Mais ça, on a comme pas compris qu'est-ce qui a déclenché cette transformation-là. Toi, Finn Balor, c'en est un autre, on a essayé de booker à la Daniel Bryan en le faisant perdre. Ça nuit terriblement, moi, je pense. Oui, c'est parce que c'est ça marche pas tout le temps, ça. Ouais, ben écoute, c'est ça. J'ai bien aimé la réaction de Corbin quand il a vu arriver le démon. Comme, ouh, je suis pas prêt pour ça. Mais lui, ils ont bien joué ça. Se raser les cheveux, ça a fucké son in-ring, puis son entraînement, puis il perd tout le temps. Moi, à chaque fois que je le vois, je veux lui commander 2 Corona. Tout le temps. 2 Corona. Il a son saut de barman. Pourquoi il garde son saut? C'est barman Corbin. Je trouve ça excellent. Tu demandes pourquoi pourquoi Baylor met pas tout le temps son suit. Ma question, c'est pourquoi Corbin il met tout le temps son suit. Je pense qu'ils ont dit de plus se battre en chess. C'est un constable. Il fait maintenant partie de 2 Corona. Ouais, ben c'est ça, moi. À chaque fois, j'ai le goût de commander 2. Moi, je donnerais 2 Corona sur 5 à ce match-là. Ah, c'est bon ça. Moi, je vais en donner. 2, mais juste pour le démon. Beau maquillage aussi. Bon maquillage. Moi, je suis d'abord 2 Corona. C'est un peu fâchant, j'imagine, parce que ça prend des heures faire ce maquillage-là, puis le match a duré 1 minute 50. J'imagine que c'est un peu... Et aussi, mention spéciale où à l'espèce d'effet visuel qu'ils rajoutent par-dessus l'écran à la maison. Pour une fois, j'ai trouvé que c'était bien réussi. Des fois, j'aime pas vraiment ça. Nuages comme, rouges. Ils font avec Roman Reigns plus tard, le gros chien, tout ça. Mais là, j'ai trouvé que c'était bien.
Je fais encore des visuels moto avec mes mains. Tu parlais des guillemets tantôt. J'explique tout ça avec mes mains. C'est correct. Moi, je te faisais signe de la tête sans dire rien au micro. Donc, c'est un peu la même chose. Moi, je faisais des thumbs up. Nakamura contre Jeff Hardy. Ça se termine en 11 minutes quand même pour le US title. Nakamura conserve. Long match. Ouais, on s'ennuyait de la Fashion Police. Il aurait pu intervenir. Tout le monde était habillé en noir. C'est pas débile. Ouais, ok. C'est vrai. Il y a deux pantalons noirs. J'avais pas remarqué, mais deux pantalons noirs. Ce qui différenciait les deux, c'est la ceinture. Moi, j'ai Jeff Hardy avait une ceinture rouge, c'était vraiment dur de différencier les deux personnes. Ce que je trouve drôle, c'est on a d'un côté sur Internet des rumeurs de Jeff Hardy qui est scrap, qui est plus capable de lutter. Puis là, on a vu son match avec Nakamura à quel pay-per-view déjà, qui s'est terminé en quelques instants. Extreme Rules s'est terminé en quelques instants. Puis je suis comme, je savais, j'avais raison, c'est à cause qu'il est blessé. J'ai lu ça sur les internets. Puis là, on le voit dans ce match-là faire un Swanton Bomb sur le bord du ring, directement sur le dos. Puis je me dis, bon. C'est un très gros bomb. C'est plus fort que lui. Ouais, c'est un très gros bomb. Nakamura, j'adorais Nakamura à New Japan. Il fait très peu de bons matchs. Son dernier bon match que j'ai vu, c'est contre Sami Zayn. Exact. Qui était son premier. Nakamura est capable d'en faire beaucoup plus, mais je sais pas si c'est lui qui demande à en faire moins, si c'est la compagnie qui veut pas qu'il en fasse plus, si c'est parce qu'on le met pas, on le place pas dans ce genre d'univers-là qui est capable justement de faire le gros match qu'on veut tout voir, mais j'attends toujours le gros match de Nakamura et je l'ai juste eu la première fois. Même avec Styles, c'était pas... Même avec Styles, c'était pas... Il ambitionne avec les coups d'un gosse tout le temps. Là, à un moment donné, c'est comme son arme favorite, il décroche pas. Et pourtant, son heel turn, je l'avais bien aimé. Je le trouvais mieux en heel qu'en babyface, mais on lui donne toujours pas ce gros match-là. Et pourtant, contre Jeff Hardy, ça aurait été... Puis tu sais, encore là, le match était pas mauvais. C'était un match très correct dans l'exécution du match. Jeff Hardy va encore super bien. Mais, tu sais, je regarde ça, puis, OK. Je suis pas émotionnellement investi dans le match. Parce que comme encore Jeff Hardy, on l'a fait la même affaire que Matt Hardy, on a trop étiré le Broken Matt Hardy, puis le Broken Hero, il me semble que ça s'est étiré. Là, pourquoi il n'y a pas déjà son maquillage en arrivant? Là? Tout le monde voulait ça, il est cool de même, là, il est extrêmement cool avec ses yeux maquillés, puis ça look. Ça, c'est une autre affaire bizarre, j'ai trouvé. On a étiré ça vraiment longtemps pour absolument rien. Là, Ce soir, on a compris qu'il était un peu secondaire à l'espèce d'histoire avec Randy Orton. Fait que, moi, je le voyais pas comme un adversaire crédible. Parce que les deux personnages, c'est bien, Nakamura. Puis lui, qui a imité Nakamura avec son commande, ça. Je trouve que les deux, je trouve qu'il y a une belle chimie. Je trouve que personne n'a été surpris de l'issue de ce match-là. Non. En fait, un ou l'autre, ça m'aurait pas... J'avoue, j'avais pas... pour vrai, un ou l'autre m'aurait pas dérangé. Mais Randy Orton... Ouais, parlons-en. C'était spécial. Parlons-en. Il est sorti, puis c'est comme s'il avait changé d'idée en chemin, puis il est retourné. Je veux dire, non, mettez-les pas tant que ça. Ou mettez-les du début. Moi, j'ai toujours pensé qu'il ferait un three-way avec ça. J'aurais pensé qu'il aurait tendu sa main au champion. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand Jeff Hardy a perdu le titre à Extreme Rules, que Orton a attaqué celui qui venait de perdre. Moi, absolument, le gars va attaquer le champion. Et c'est pas ça qu'il a fait. Fait que là, je me suis dit, OK, il s'en va dans une feud avec Hardy. Puis bon, là, Nakamura est encore dans le décor. Fait que, OK, ça s'enligne vers un three-way. Non, c'est pas un three-way. Jamais qu'on met Orton dans le match. Et là, on fait sortir Orton. Il y a beaucoup de mystères. Pour absolument rien. Quand je vous parlais en début, là, que j'avais des questionnements au niveau de la direction, ça, c'en est un. C'en est une plutôt. Un gros Qu'est-ce qu'on fait avec Orton? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il est venu faire. Non, il est pas venu attaquer personne. Il était menaçant. Moi, je l'ai pas vu menaçant. Écoute, mais comme mon dernier SmackDown, il était juste caché comme une vipère. Il yeutait ses proies, mais tu sais pas c'est qui. Là, il arrive à SummerSlam, il va choisir un des deux. C'est comme on sait pas trop clair, lequel qu'il aime pas. Là. Ouais. Puis là, il fait rien. Ça fait longtemps que je dis que les gros événements pay-per-view comme ça, pour bien les analyser, maintenant, faut t'inclure Raw et SmackDown. Parce que moi, je trouve que c'est plus que juste... La lutte. C'est plus que juste un show. Tu sais, il y a le kick-off, il y a le show, il y a le Raw. Mais tu sais que le network, le monde ne paye pas 60$ pour voir le SummerSlam. Il n'y a pas une finalité, c'est comme une continuité. Non, fait que depuis ce temps-là, je trouve que faut que tu regardes le tout dans un ensemble. Là, c'est sûr qu'on l'analyse en ayant juste vu SummerSlam. J'espère que Raw et SmackDown vont donner des réponses à certains questionnements que j'ai, et que Randy Orton, justement, ben ça va être une des choses qu'on va savoir à SmackDown. Mais si rendu à SmackDown, on n'a toujours pas de réponse, ben OK, ben il y a quelque chose.
clairement, le message ou l'histoire qu'ils essaient de raconter, ben, elle passe pas bien parce que je la comprends pas, l'histoire. Là. Non. Je la comprends pas. C'est très mystérieux. Non, il n'y a rien à comprendre, je pense. Tu peux pas comprendre. Ben oui, il y a quelque chose à comprendre. Mais c'est sûr qu'ils ont une intention. Ils ont une intention. Non, s'ils vont une réponse qu'on n'a pas eue à SummerSlam, c'est pour l'instant, il n'y a rien à comprendre. On va sûrement donner une réponse. Il ne peut pas avoir rien à comprendre. Je veux dire, c'est quoi qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête en faisant sortir Randy Orton? Non, ça, mais je veux dire, là, en ce moment, on le sait pas. On va le savoir. Il était supposé avoir l'air menaçant, je pense. Je pense que c'était ça, mais il n'y a pas des yeux fâchés. Parce que Nakamura, en fait, il s'est sauvé quand il a vu Orton arriver. Ben oui, ça fait 2-3 semaines qu'il surveille, puis tu sais pas qui va attaquer. C'est un peu ça. L'angle qu'on mais en même temps, c'était fade. Oh, oui, c'est ça. Il fallait sortir et faire quelque chose. C'était bizarre. Il est arrivé, puis là, on a coupé au break publicitaire. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. On a eu le temps de le voir sortir. Malaise. D'ailleurs, parlant de break publicitaire, on n'a pas parlé de Elias. Ça, c'était drôle, ça. C'était drôle et bizarre. On parlait de fade. Elias, ça m'a laissé sur mon appétit. Je l'avais complètement oublié qu'il pète sa guitare, ça finit là. C'est justement pour ça que ça m'a laissé sur mon appétit. Parce que il était plus divertissant à Raw. Et moi, la journée qu'il a sorti son album, et tout le monde, genre, il y avait toujours quelqu'un qui le coupait. Ça, j'étais diverti. Et là, il n'y a personne qui l'a coupé. La seule personne qui l'a coupé, c'est moi chez nous qui a amené un gâteau de fête à mon ami Guillaume. J'avais un de mes amis, il célébrait sa fête. J'en ai profité de ce moment-là pour lui donner un gâteau. Je suis le seul qui a coupé genre Elias. Non, c'est pas toi, un autre Guillaume. Mais pour vrai, il y a comme personne qui est venu le couper. Il a brisé sa guitare, puis ça a été la fin. Il a tenu vraiment fort. On va peut-être avoir des réponses. J'ai comme fait. Il n'y a pas de réponse. C'est l'histoire d'un soir. Sa guitare est brisée. Est-ce que c'était voulu? Quelqu'un a saboté sa guitare. C'est la suite. C'était quand même étrange en direct comme ça. Ouais, d'accord. C'était une drôle de... Une guitare, ça pète pas comme ça. Non. Peut-être c'est saboté. Naturellement, ça a été saboté. Si t'avais les bras Elias, peut-être que t'as ta guitare toi-même. Pas loin d'avoir les bras. Mais pas loin. Vous le voyez pas, là, mais... Il est quand même pas loin d'avoir les bras, là. Ouais. Ronda Rousey? Pas de note pour Jeff Hardy. Moi, je donne un 3. Ouais. Peut-être 3.25. Non, mais même un peu moins. 2.5 bizarre. 2.5 de mon côté. Faudrait que je le réécoute. 3 pour le Swanton Bomb. Ouais, c'est bon. Mais c'est discutable. Pourquoi avoir choisi ce match-là pour avoir fait ce spot-là? Parce que c'est plus... Le spot de Swanton Bomb à Jeff Hardy. C'est Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb? Ouais, c'est ça. Il force ça à faire ces affaires-là ou c'est lui, c'est trop fort, c'est plus fort que lui? Ça dépend. Les gars vont souvent donner eux-mêmes les inputs. Parce qu'il fait tous des gros bombs. Lui, quand tu fais le pitcher en bas des cordes, il va tomber sur le dos direct à terre. Ils le font pas si... je veux dire, ils ont toujours le choix de dire non. Oui. Mais je veux dire, des gars comme Hardy, ils ne forcent pas à faire rien qu'il ne voudrait pas faire. Fait que si c'est pas lui qui le suggère, il est bien d'accord pour le faire. Mais souvent, ça arrive que c'est les gars qui vont suggérer des spots comme ça. C'est assez intense. J'ai écouté le 24, il y a des problèmes de painkiller, tout ça, puis là, il fait ça. Oui, c'est un peu normal. Ouais, mais en même temps, c'est ce que t'attends de lui. Imagine ce match-là, s'il n'avait pas fait ça, je veux dire, on n'en parlerait même pas, il n'y aurait rien eu dans le match. Rousey contre la championne Alexa Bliss, ça se termine en 4 minutes. Rousey emporte finalement le titre. Ouais. Il y a beaucoup de judo throw, c'est bien. Ouais. J'ai trouvé ça trop tôt quand elle remporte le... C'est très WWE comme truc, ça. On voit que le judo throw, ça pogne avec la foule, fait qu'on va le surutiliser au maximum. Surutiliser, c'est être fort comme terme. C'est correct parce que faut que tu la protèges, Ronda. Faut que tu lui fasses faire des choses qu'elle est à l'aise de faire et qu'elle exécute bien. Ronda Rousey a un potentiel énorme. N'importe qui s'est entraîné avec au PC vont vous dire qu'elle a un potentiel vraiment là, à l'infini puis qu'elle a un petit quelque chose. Elle est beaucoup plus avancée que ce que nous on voit en ce moment. Mais en même temps, c'est chaque chose en son temps. Puis il faut qu'elle s'habitue, elle a quand même pas... parce que si elle botche, on va faire comme je savais. C'est ça, elle a pas 100 matchs derrière la cravate. À ton questionnement, je trouve ça trop tôt. Oui, je comprends pourquoi tu dis ça, mais en même temps, faut pas oublier que c'est une business. Ronda Rousey gagne le titre, c'était partout. Tous les médias américains en ont parlé. Et ça va chercher, ça l'amène, ça l'ouvre des portes pour la WWE, ça les amène à un autre niveau. Ça fait parler d'eux. Elle va faire des shows, peut-être avec la ceinture. C'est ça. Clairement,
elle est la face de la division féminine de la WWE. Ben, comme qu'elle était à la UFC, c'est elle qui ont ouvert la division juste pour elle, puis elle livrait marchandise. Et c'est pour ça que j'étais d'accord avec le squash. Ça aurait même pu un peu plus court, parce qu'elle a fait une réputation au UFC avec des matchs qui étaient assez courts. Fait que ça aurait pu être même plus court, mais c'est correct. Je suis à l'aise avec la longueur du match. Quand je vous parlais de pacing tantôt, c'était le 3e squash du show. Ouf! C'est ça. Si ça avait été le seul squash, j'aurais fait comme « Oh, wow, que c'est bien fait », parce que c'était le bon match pour faire un squash. C'était le bon match. C'est elle qui s'est fait un nom en battant ses adversaires au UFC rapidement. Fais pas 2 autres squash avant. Encore plus vite que ce squash-là, parce que Kevin et Balor, ça n'a pas duré. Les deux ensemble ont duré moins longtemps que le match à Ronda. Parce que ça n'a pas duré 2 minutes, ni l'un ni l'autre. Non, je peux pas croire que côté pacing, là, je trouve qu'il y a eu un gros égard à ce niveau-là. Parce qu'au niveau du match, l'histoire racontait ça, puis on y croit, c'est crédible tout ce qui est arrivé. Surtout qu'Alexa Bliss a été poussé comme quelqu'un d'assez redoutable dans la division, fait que ça a quand même je sais. Elle a un petit gabarit, elle a toujours été plus brillante in-ring au niveau du combat, mais là, on a vraiment fait comme... On a vendu l'idée que là, Rousey, avec son background, au niveau combat, elle est plus avancée que tout le monde. Ben oui, elle a battu 4 gars de sécurité, 3 gars de sécurité. Elle a malmené Triple H à WrestleMania. Ben oui, puis c'est correct. Alexa Bliss, là, je veux dire, on s'entend, là, c'est une très bonne performeuse. Très bonne au micro, beaucoup de charisme. C'est pas la meilleure lutteuse, mais en même temps, c'est loin d'être la pire. Elle est dans le milieu du pack. Mais là, t'arrives avec Ronda Rousey, c'est legit, là, tu sais, je veux dire. Oui, mais on a vendu ce qui est vrai aussi, tu sais. Mais là, un one-on-one, elle va faire ça, tu sais, elle est capable d'avoir un menteur en 2 secondes, on va casser le bras. Exactement, tu sais. Mais c'était le 3e squash du match. Et ça m'a vraiment gossé parce que quand tu regardes le show de façon générale, ça devient redondant, là. Ouais. À un moment donné, là, je comprends qu'il y a 13 matchs, que ça peut pas tout être des matchs de 20 minutes. Fine. Mais je suis sûr qu'il y avait moyen de faire ça. On a eu 2 matchs de 22 minutes, on n'aurait pas en coupé un puis en donner un peu plus à l'autre. T'aurais pu couper 2 minutes là. L'affaire avec Orton n'était pas nécessaire. Est-ce que Elias, à la limite, avec ce qu'on a vu, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Le squash de Finn Balor est 0 Elias aurait pu être dans le pre-show. Ben oui. Dans le kick-off, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle dans le kick-off. Il y avait moyen de jouer avec ça pour que les matchs à Kevin puis à Balor soient juste un petit peu plus longs. Pour vrai, Balor, c'était correct, mais en même temps, s'il y avait eu un combat de 6-7 minutes avec Corbin, où ce que Corbin aurait eu un petit peu d'offensive, ça n'aurait pas été moins bon pour autant. Là. Kevin et Brown, ça aurait pu se taler un peu plus. Kevin, il aurait pu aller se battre un peu plus à l'extérieur. En plus, Corbin, ce que tu veux voir, c'est ses looks, c'est ses 3 gros moves, sa look. Quand tu le vois, tu veux voir ça. Il aurait pu lui donner au moins un Deep Six. Kevin et Brown, ça aurait pu, sans que Brown soit faible dans le match, il aurait pu teaser Kevin qui essaye d'amener Brown le plus loin possible du ring pour le compte à l'extérieur. Et Brown finit toujours par revenir. Puis là, à un moment donné, Brown l'envoie à l'extérieur, chokeslam, ça rampe, Kevin reste là. Il a fait un match de 9 minutes avec Sam Rose en cage. Il aurait fait un peu la même affaire, ils sont capables. Il y avait moyen de faire autrement pour que Ronda Rousey soit le seul squash du match, du show. Puis pour moi, dès que j'ai vu le finish, je fais ce que je trouve plate, c'est que j'aurais dû faire wow, Ronda a enfin gagné la ceinture. Pas encore. Puis tu sais, ça a été exactement booké parfait. Puis ma réaction, ça a été pas un autre squash. Parce que tu sais, en regardant, à la fin, elle était superbe pareil. Là, avec son bras qui plie, puis tout ça, Alexa Bliss. C'était le bon match, le bon finish. C'était juste une question de pacing. Un prix de façon individuelle sur YouTube, c'est parfait. Là, mais dans la soirée, c'était pas débile. Exact. Référence YouTube. Quelle note, Guillaume? Moi, je trouvais que c'était parfait. Là. C'était bien vendu. Je peux donner un 4.5. Là. Pour l'histoire, pour tout, j'aurais fait exactement la même chose qu'on fait. Avec 4.25, j'ai bien aimé le spot où il est allé s'asseoir puis se tourner à mesure que Alexa Bliss se bougeait autour du ring. Moi, je me mets de dos à toi. C'est construire ce match-là, je fais exactement ce qu'on fait. Je te domine. Moi, je donnais 3.75 parce que je pense que pour avoir un
4 et plus, il aurait fallu qu'il... Un peu plus de matchs? Non, plus rapide. Plus rapide. Puis si je l'inclus dans le show, il m'a donné un 3 parce que... ça, mais le match comme tel, 3,75. Mm-hmm. Moi, je vais y aller avec 3,75. J'enlève 0,25 à cause de son maquillage assez spécial. Parle pas de ça. T'as le droit. Donc, le main event de la soirée, le Big Dog contre Brock Lesnar. Ça se termine en 6 minutes 10 seulement. Roman Reigns emporte finalement ce Brock Lesnar et s'empare du titre. Donc, on aura des rivalités en lien avec le titre universel à Raw. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. On a enlevé le taster, c'est fini. On peut passer à autre chose, peut-être. Fallait qu'il gagne. Oui. Je veux dire, sinon, tu l'échappes complètement. Guillaume t'en parlait tantôt, Braun Strowman, sa présence a servi à plusieurs choses. Premièrement, je pense qu'elle a calmé la foule. La foule aurait cherché Braun Strowman. Il y aurait eu des chants de Braun Strowman ou de Money in the Bank durant le match. Là, il est là. Puis il reste aux abords du ring. Et on a eu des U-Bot Sox pareil. Quand même. Mais au moins, la réaction a été beaucoup plus clémente qu'à WrestleMania. Ouais. Donc, on a réussi à tempérer ça. On l'a bien géré. Ça, c'est bien. Ça, ils l'ont bien fait. Ce que j'ai trouvé un peu plus ordinaire, c'est Braun Strowman qui arrive dans le ring et qui dit moi, je prendrais pas la façon facile, puis je prendrais pas mon adversaire de dos ou lorsqu'il va être à terre. Fait que moi, je me dis, parfait, ils vont faire un three-way. Il est dans le match. C'est la meilleure façon de ramener également. Les gens auraient été investis dans le match de la même façon. Et là, il dit, je vais attendre la fin du match, je vais prendre peu importe qui gagne. OK. Fait que tu prends pas la façon facile, c'est-à-dire le poignet de dos, mais en même temps, t'es pas le gros super-héros non plus parce que t'attends quand même qu'un des deux ait eu un match au complet pour l'affronter. Mais moi, je pensais qu'il teasait aussi parce que il fixait Reigns. Je pensais qu'il disait à Reigns votant. Fais juste t'en aller, puis tu seras pas mêlé à ça. Puis moi, je prends Lesnar. Il y avait un peu de. C'est moi qui l'ai un peu. Mais il teasait un peu. Là, en tout cas, c'est peut-être le fan j'étais que je voulais qu'elle arrive. Là. Mais pour vrai, puis bon, à la limite, il était aux abords du ring pour calmer la foule, pour que la foule cherche pas Strowman. Fait ça, c'était correct. Roman a commencé en force. Tu vois, ça répète ça aussi. Imaginez si tu fais la même chose, mais Roman pète Brock. Au début, là, bang, 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 puis il pin. La foule est surprise, mais la foule va popper pour ça. Parce que Brock, il se fait battre en genre 1 minute. Strowman je comprends que c'est un autre squash, là, mais là, rendu là, 3 ou 4, ça change plus rien. Puis Strowman embarque, mais Brock aurait pu genre péter Strowman, puis il cache pas in. Comme ça, au moins, si tu veux pas faire cacher in Strowman là, c'est pas Roman qui l'a pété parce que tu veux pas. Ça demeure Brock qui est quand même plus gros. Imposant, assez imposant. Parce que c'est ça qu'ils ont fait pareil. C'est Brock qui a fini par... Parce que là, Reigns va faire quand même sauver de Strowman à partir d'aujourd'hui. Il est lui, le Big Dog, il est toujours là, mais il est clairement pas assez fort pour battre Strowman. Le seul qui est capable de le battre, c'est Lesnar. Ouais, mais ils vont quand même faire que Roman va battre Braun, je crois, éventuellement. Mais la journée de Braun va cacher in, il faut qu'il gagne. Tu peux pas lui faire perdre son cash-in. Fait que je suppose qu'ils s'en vont parce que je le vois pas tout de suite, Braun puis Roman. Je le vois vraiment pas tout de suite. Puis absolument, il n'y a pas une feud entre le porteur de la valise puis le champion. Le porteur de la valise arrive à un moment donné quand tu ne t'y attends pas. Merci beaucoup. Et puis, fait que je la vois pas tout de suite, la feud. Mais on parlait de direction, c'est ça. Je sais pas où ils vont aller. On s'entendait à ce que justement que Roman gagne puis qu'il y ait un autre match, mais finalement. On va leur donner c'est ça. Là, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un match. Fait, comment ils quittent la soirée à ce moment-là, la foule? Par contre, ce qu'ils ont bien fait, c'est à la télé. C'est dès que Roman est monté dans le coin, on a tout de suite fini ça. Fait que t'entends la foule qui réagit bien pour la victoire de Roman. Puis s'il y a eu un backlash après, nous, on l'a pas vu. Fait qu'au pays, il y a 15 000 personnes qui l'ont vu. Et il y a 1 million ou 700 000 ou 800 000 personnes qui l'ont pas vu. Les personnes sur place, c'est legit qui s'attendent que Strowman se relève puis qui continue le combat. C'est correct. T'essaies de... Faut toujours, quand tu montes un show,
que tu donnes des choses à ta foule parce que ça crée de l'ambiance pour le monde qui le regarde à la télé et pour le monde qui sont le live. Mais en même temps, il ne faut pas t'oublier qu'ils sont 7-8 fois plus à regarder le show à l'extérieur de cette arène-là. Fait que tu peux pas toujours juste booker pour le monde qui sont là. Ouais. Puis là, ça, c'était un bel exemple de, là, on a tout de suite coupé parce qu'on voulait garder ça sur un high, sur Roman. Puis ils ont réussi. Le but de la feud Roman-Brock, c'était de faire gagner Roman sans que la foule se tourne sur lui. Ça a été difficile. Ça a été difficile. On a pensé que WrestleMania, on savait que c'était pas le bon moment. Puis pourtant, c'était planifié que Roman gagne. Là. C'était les deux qui avaient battu Undertaker, un contre l'autre. La foule a tellement chié sur le combat, c'est fou. Et en bout de ligne, ils avaient décidé de ne pas aller avec Roman. Fine. Tu te dis, OK, ils ont attendu à cause de Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils sont fans, point. Il n'y a pas de foule comme une foule de Mania, une foule de New York. Puis, ils l'ont pas fait gagner là. Tu te dis, OK, là, on comprend plus ce qu'ils font avec. Ils sont en train de l'échapper. Ils font un gros angle, une grosse histoire. Le but là, avec le UFC, là, c'était de monter Brock pour être encore plus détesté parce que tu voulais qu'il fasse comme si il détestait ou il se foutait de la WWE, puis il s'en allait au UFC. Puis l'autre but, c'était d'avoir Roman qui soit de plus en plus aimé. Puis pendant longtemps, ils ont réussi à moitié. Brock était plus détesté, mais Roman n'était pas plus applaudi. Sauf les dernières semaines. Depuis que Brock s'est tourné contre Heyman, ou la semaine que ça a fait ça, Roman, les 2 semaines qui ont suivi, ou les 3 semaines qui ont suivi, il était plus applaudi. Tu le sentais. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et là, ils ont réussi presque l'impossible, c'est-à-dire à tempérer la foule en mettant le match quand même en finale, parce qu'il aurait pu mettre Joe Styles en finale. J'imagine mal Roman Reigns arriver à Raw et se faire applaudir par toute la foule quand même. Parce que c'est une foule de New York, effectivement. Ça va c'est sûr qu'il va y avoir le backlash à Raw, mais ça a été bien ils s'en foutent. même, c'est ça, à SummerSlam, ils ont eu la réaction qu'ils voulaient. Ou en tout cas, la plus proche de ce qu'ils voulaient. Je pense qu'ils ne pouvaient pas espérer mieux. Et force est d'admettre qu'ils ont quand même pas mal réussi avec ça. Ben oui, moi, le monde qui était chez nous, qui connaissait un petit peu moins ça, là, était super derrière Roman, puis il était comme, oh, il est badass ce gars-là, c'est un super héros, puis je veux dire, ils ont réussi même. Non, ils ont réussi à tempérer la foule, je suis bien d'accord avec toi. Mais quand tu regardes le show de façon générale, tu sais, l'exécution était bonne, mais en même temps, t'as pas vu genre un match de l'année là-dedans. C'est ça, c'était pas. À ton 2e plus gros ou 3e plus gros, un de tes 3 plus gros pay-per-view de l'année, t'as pas vu un match que le monde va faire, hey, wow, à la fin de l'année, là, ce match-là, là, ça va être mon préféré de l'année. T'en as pas eu de ça. T'as eu 3 squash, t'as eu beaucoup de matchs en bas de 10 minutes, t'as une direction que pour bien des histoires, tu sais pas où ils s'en vont. T'as un pacing qui a été un peu bizarre. Ça a été une longue soirée, 5h30 de lutte, ou même 4h à partir de 7h. Tu sais, c'est ça. C'était un bon pay-per-view, mais pas rien d'historique. Il y a quelque chose de particulier. C'était moyen. Moi, je peux pas de dire que c'était, de façon générale, que c'était un bon pay-per-view. C'était un show moyen qui a eu des bonnes affaires dedans, mais qui a tellement à cause du pacing, à cause de la direction, à cause de tout ce qu'on a pu jaser, je suis pas capable de dire que c'était un bon pay-per-view. Il y a eu des réactions, mais... le in-ring, les matchs étaient bons. L'exécution des matchs était bonne. L'exécution des matchs était bonne. Mais en même temps, il n'y avait pas de match de l'année. Tu comprends? Non, c'est ça, on en parlait tantôt. Les histoires, on ne sait pas trop ce qui s'en vont sur bien des affaires. Le pacing, la répétition, 2 DQ, 3 squash, beaucoup de matchs en bas de 10 minutes. OK, il manquait quelque chose, que ce soit un SummerSlam. Ça aurait dû être meilleur que ça. Le mot du jour, c'est vraiment pacing, j'ai l'impression, là, avec cet événement-là. Ouais, j'ai vu une statistique aussi intéressante. J'ai vu que Raw avait eu 2 fois moins de temps de match que les matchs de SmackDown. Je trouve que c'est quand même particulier. J'ai vu ça, qu'il y avait comme exactement pas mal le double de temps pour les matchs. Bref. Parce qu'il y a eu des squash puis tout ça.
Peut-être à cause que ça va sur Fox, mais désolé, j'avais ça dans la tête. SmackDown, éventuellement, SmackDown va devenir le A-Show parce que les ratings de Fox vont être plus importants que les ratings du USA Network. Tu t'en vas sur un network, là, c'est Fox, là, qui compétitionne avec CBS, ABC, NBC. Ils n'auront pas le choix d'envoyer de la grosse gamme puis de faire un gros show. Là. Il y avait aussi Lesnar Main Event SummerSlam la 5e année consécutive. J'avais ça dans la tête, moi aussi. Ah, et voilà. Quelle note à ce Main Event-là, mes amis? 3.5, c'était pas mauvais. J'aurais un 3, moi. Ça me dérangeait un peu que Strowman ne rentre pas en 3-way, puis j'ai comme décroché à partir de là. Je vais y aller avec un 3, mais un 3.5 pour avoir réussi à faire quelque chose que je pensais pas qu'il était possible il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que tempérer la foule et avoir une réaction presque positive pour Roman. Ouais, je pense qu'on peut terminer ça avec le segment des prix de la soirée. Donc, on commence ça avec le superbe. Ce serait le meilleur match de la soirée. Roland Ziggler. Moi, j'irais Joe Styles. J'ai bien aimé ça. Moi, je dirais avec Joe Styles aussi. J'ai pas mal été mon favori. Ouais, toi, moi Nick? aussi. Ouais, parfait. Donc, à l'opposé du superbe, il y aurait la pause pisse. Donc, le match que tu peux rater. Le match qui peut servir, justement, une pause. Corbin, pour moi. Corbin, c'est une très petite pause. Ben, les New Day, Bludgeon Brothers, on a été... moi, je pense que j'irais avec les New Day aussi. C'est... ça serait ça, moi. Mais en même temps... je vais y aller avec... ça servait pas grand-chose. Je vais y aller avec... ouais... En fait, j'hésite entre deux. Nakamura, Hardy, parce que j'étais zéro investi dans le match. Balor, Corbin, parce qu'à part l'entrée, c'était rapide. Balor capable quand même de faire des meilleurs matchs que ça. Mais il était aussi avec Corbin. C'était un peu... laisse-moi donc checker l'ordre. C'était-tu 2 matchs qui se sont suivis par hasard? Je me trompe-tu ou c'était 2 matchs qui se suivaient? Ça se peut, je me trompe. Balor, Hardy? C'était Finn Balor, parce que c'était Jeff Hardy. Et voilà, tu vois, fait que 1 minute 35 plus 11 minutes, c'est une bonne envie, ça. Ouais, et voilà. Parfait. Donc, on a le gros wow, le plus gros move de la soirée, le plus gros moment de la soirée, le plus gros pop, le moment que tu as préféré. Toi, Guillaume, as-tu quelque chose qui te pop de même en tête? Moi, je dirais le bomb de Jeff Hardy. J'ai lâché un gros calice. Le turn de Becky? Ouais, moi j'y avais avec ça. J'ai vraiment réagi, malgré qu'on on s'attendait au turn de Dean Ambrose, c'était le turn de Becky. Même si j'ai des questions. Quelque chose se passe avec Becky. Mais non, il y a eu une réaction. Ils l'ont bien teasé. Ils se sont fait 2 hugs. Tu fais comme, ils le feront pas. Puis là, oui, ils le font. T'sais. Il avait lancé de la mallette aussi. Ah oui, bon lancer de mallette. On n'en a pas parlé du tout. Là. Solide lancer de mallette. Moi, avec le saut de Jeff, puis je vais y aller tout avec Joe. Un ou l'autre. Joe qui colle la femme à AJ Styles. Ok, puis le dernier, il m'en manque un. Niaise-moi. Niaise-moi. Donc ça, c'est le moment où tu t'es dit, niaise-moi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette décision-là? Pourquoi un squash match avec Baylor? Moi, c'est pas mal le squash match, ouais. Surtout que c'est lequel? Le de Baylor, c'est comme le 3e. Même pas, c'était le 2e à ce moment-là. Moi, honnêtement, je me suis dit ça à Kevin et Braun. À Kevin et Brown, je me suis dit, niaise-moi, mais sur le coup, sur le coup, tu t'analyses pas, sur le coup, tu réagis. Ouais. Ma réaction, c'est comme, voyons, c'est quoi ça? Puis une fois que tu réalises, bon, ok, il y a des choses qui peuvent s'expliquer un peu mieux, mais sur le coup, c'était ça. Moi, j'allais avec Reign qui remporte la ceinture. Pour vrai, j'ai vraiment sacré. Mais tu pensais que ça allait jamais arriver? Non, mais je pensais que Strowman allait arriver, en fait. Puis Strowman n'est jamais arrivé. C'est pas ça. Je m'attendais à ce qu'il gagne, puis finalement Strowman arrive, mais non. Finalement, Strowman ne participe pas. Finalement, il a juste gagné. Puis c'est ça. J'ai sacré. Bon, ma blonde dormait. Je l'ai réveillé. Ah ouais, tu joues à la colis! Non, mais sur ces belles paroles, c'est la fin de l'épisode. Donc, merci Pat d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez nous suivre un peu partout. Nous sur Facebook, Twitter. Vous pouvez nous écouter sur iTunes. Vous pouvez nous écouter un peu partout. Mettez-nous des ratings. On a des pas 5 beaucoup étoiles, de pas ratings. des 4 étoiles. Vous pouvez me suivre moi aussi. Hein? Ben oui, excuse-moi. On jase, là, Pat Laprade sur Facebook, Instagram, Twitter. Ça me fait toujours plaisir de jaser lutte avec vous autres. Donc, TVA Sport et aussi. Les mercredis, Raw avec Kevin Raphaël, à TVA Sport en reprise jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les différents livres sur Amazon qui sont là, Sister of the Square Circle. Présent aussi des tables de merch dans les shows indie. Oui, souvent. La meilleure façon d'acheter un livre, d'ailleurs, parce que vous pouvez l'avoir autographié.
C'est vrai que j'ai un autographe moi, dans le mix. Voilà, ça disait bonne lecture. Et puis non, c'est ça. Donc, ça m'a fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. C'est juste la lutte. C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume Pinique qui suscite comme les rendus qu'un onglet chronique. C'est juste la lutte. C'est juste la lutte. C'est juste la lutte.